were a band of brothers and native to the soil, fighting for the property we gained by honest toil. Alors, après avoir étudié les États du Sud des États-Unis, partons maintenant au Nord, étudier un peu ce qui se fait de neuf dans ces États très industrialisés et très modernes. Ainsi, nous pouvons donc tout d'abord caractériser ce que sont les États du Nord. On peut les caractériser par le fait qu'ils sont, comme les États du Sud, ce que nous avions dit à l'épisode précédent, au nord de la ligne géographique Mason-Dixon, constituée au tout début des États de Pennsylvanie, de New York, du Connecticut, de Rhode Island, du Massachusetts et du New Hampshire. Ces terres sont caractérisées par un climat plutôt froid, avec au nord-ouest la région des Grands Lacs et également avec la vallée de l'Ohio. Les sols sont assez fertiles, mais à la place d'énormes champs, ils laissent plutôt la place à d'immenses forêts et également à la chaîne des Appalaches, coupant ces États de l'ouest des terres d'Amérique du Nord. L'esclavage s'est donc assez peu développé là-bas, mis à part l'esclavage domestique. C'était par exemple le cas pour George Washington. Mis à part ceci, on n'a pas vraiment d'agriculture esclavagiste qui s'est développée au fur et à mesure des années. Donc, à la place de l'agriculture va se développer plutôt un début d'industrie, avec d'ailleurs un sol très riche en minerais. Également, durant la période des 13 colonies, ces États furent en première ligne face aux colonies françaises et aux territoires indiens, représentant de forts dangers pour eux. Ainsi, durant la guerre de 7 ans, énormément de l'effort de guerre fut soumis tout d'abord au vote des assemblées coloniales de ces États, et ensuite furent en grande partie fournis par ces États à l'armée britannique. Et c'est surtout ces États également qui se sentirent lésés par le traité de paix. Et donc, par la suite, ils participèrent avec enthousiasme à la guerre d'indépendance. Ce sont, à vrai dire, ces États qui sont réellement les architectes des États-Unis, en tout cas de leur indépendance. Ainsi, avec la conquête vers l'ouest et les premiers mandats des présidents américains, ces États développèrent et se retrouvèrent très proches de l'État fédéral et se rapprochant en même temps des mouvances fédéralistes. Malgré tout, ils durent accepter certains compromis avec le Sud, tels l'autorisation de l'esclavage au sud de la ligne Mason-Dixon, ainsi qu'un système politique avantageant plutôt le Sud, avec, comme nous l'avions répété maintes et maintes fois, le système de représentation égale par État. Ainsi, nous arrivons en 1860 avec des États dits du Nord, surnommés États Yankees par les gens du Sud, constitués de énormément d'États qui sont celui de Californie, de l'Oregon, de l'Iowa, du Minnesota, du Wisconsin, du Michigan, de l'Illinois, de l'Indiana, de Pennsylvanie, de New York, du New Jersey, du Connecticut, de Rhode Island, du Massachusetts, du Vermont, du New Hampshire et du Maine. Ça fait une sacrée tripotée de Yankees en tout cas. That Yankee soldier, I'll kill that Yankee soldier. I'll march. En termes d'économie, dès le début de la stabilisation des frontières des 13 colonies, le Nord est devenu le cœur industriel de celle-ci, avec le développement de l'industrie manufacturière et de l'artisanat. Ces États ressemblant d'ailleurs à cette époque de plus en plus à l'Angleterre, avec de même des manufactures, de l'artisanat et le développement d'une
bourgeoisie d'affaires. Puis, à l'indépendance et avec l'ouverture des frontières sur la vallée de l'Ohio, ainsi que la découverte de sols riches, notamment à Pittsburgh, les États du Nord ont commencé à s'industrialiser à vitesse grand V. Avec les grandes villes de la côte Est, telles Boston ou New York, et avec de grandes villes industrielles comme Pittsburgh, le Nord entra alors à vitesse grand V dans la révolution industrielle, avec la création de nombreux télégraphes, chemins de fer et usines reliant le dense réseau de villes nordistes. Mais cela apporta certes des richesses et du développement à ces États, sans précédent dans l'histoire américaine. Cependant, cela mena à une politique d'immigration assez importante, avec l'importation d'immigrants irlandais par exemple, créant des conflits culturels, ainsi qu'une sorte d'esclavage industriel. Pour ce qui est des conflits culturels, les Irlandais étaient des catholiques. Or, les nordistes, à majorité protestants, se sentaient assez hostiles à tous ces catholiques venus d'Europe. Et pour ce qui est de cet esclavage industriel, en réalité, ces pauvres gens étaient exploités avec des salaires de misère, voire juste on les payait avec la mise à disposition d'un logement, souvent insalubre. Mais dès que les ouvriers se blessaient ou qu'ils étaient en incapacité de pouvoir travailler, on les virait et dans ce cas-là, plus de salaire et plus de logement. De plus, cela obligea les États du Nord, notamment dans le domaine du textile, à instaurer une politique protectionniste afin de se protéger de la concurrence européenne. Car l'un des piliers de la révolution industrielle à l'époque, c'était justement l'industrie textile, notamment en Angleterre. Ainsi, on demanda les mêmes efforts au sud, avec des ristournes et des réductions de prix pour les industriels textiles du Nord. Une sorte de solidarité entre concitoyens du même État. Seulement, les aristocrates du Sud refusèrent, afin de garder leur marge sur le coton notamment, ce qui mit en rogne les industriels du textile du Nord et créa des prémices de discorde entre le Nord et le Sud. Donc, nous pouvons le dire, ces choix économiques menèrent à une modernisation et à un enrichissement des États du Nord à vitesse grand V, mais au détriment de la main-d'œuvre immigrante, comme partout en Europe à l'époque, d'ailleurs pas qu'immigrante, de la main-d'œuvre en général, ainsi qu'à un envenimement des relations avec les États du Sud, qui sera grandement déplorable par la suite. La société Yankee, comme ils étaient surnommés par les Dixie du Sud, était divisée à peu près en deux. Tout d'abord, on a l'élite industrielle, ayant la main mise sur l'économie, la politique, ainsi que sur l'appareil militaire. Les fils de bourgeois et les bourgeois eux-mêmes achetant par exemple des commissions afin de posséder un régiment de milices dans l'armée. Ce système continuera d'ailleurs durant la guerre de sécession et sera catastrophique pour la qualité de certains officiers de l'Union. Cette élite veut avant tout garantir ses intérêts économiques, en influençant la politique avec des lois protectionnistes et finançant également des mouvements abolitionnistes pour se faire bien voir, mais également pour déstabiliser le Sud et l'amener à la table des négociations pour ce qui est de l'affaire du coton. Oui, c'est moins par altruisme que par appât du gain. Puis, ensuite, il y a toute la masse d'ouvriers, de travailleurs en général, appartenant soit à une sorte de classe moyenne, travaillant dans le système de manufacture américain, c'est-à-dire un système de standardisation des produits, soit étant très pauvres,
et travaillant comme de véritables esclaves dans les usines du Nord, pour soit un logement ou pour un salaire de misère qui leur est enlevé s'ils se blessent ou s'ils deviennent inaptes au travail. Cette main-d'œuvre est d'ailleurs principalement immigrante, comme d'ailleurs la majorité de la population américaine. Ainsi, la bourgeoisie protectionniste et le peuple du Nord, constitué en grande partie de migrants, ne ressent pas tellement un sentiment patriotique pour leurs États, comme on peut le voir au Sud, car ils doivent tout à l'État fédéral, et donc lui restent fidèles. Également, l'esclavage, qui est interdit, attire de nombreux fugitifs du Sud, qui pensent trouver une meilleure vie au Nord, mais qui se retrouvent tout autant exploités que les Irlandais ou d'autres migrants. C'est également la naissance d'un protestantisme, luttant pour les droits des esclaves et ayant énormément d'influence sur le bas peuple. Says I'm coming from the south, Susanna, don't you cry. Pour ce qui est de la politique des États du Nord, elle s'axe sur plusieurs points. Tout d'abord, à l'intérieur, elle s'axe sur le développement des terres du Middle West et du Far West, avec une politique d'industrialisation et de développement. Également, avec la tentative de mettre fin à l'esclavage de manière progressive, afin, certes, de se faire bien voir des autres États européens. Je signale que la traite négrière a par exemple été abolie en 1833. Mais surtout pour récupérer de la main-d'œuvre pas chère et reconnaissante d'avoir été libérée par les gentils bourgeois du Nord, et qui donc sera plus docile pour se faire exploiter. Cela se fait d'ailleurs par le financement de mouvements abolitionnistes, quelquefois violents, tuant par exemple des planteurs du Sud, par contestation. Bon, les bourgeois du Nord, des fois, il est vrai, perdent un peu la main sur tous ces mouvements. À l'extérieur, les États adoptent une politique protectionniste pour se protéger et concurrencer l'Europe. Pour cela, le comportement du Sud les exaspère, commerçant avec l'Europe au même prix qu'avec les industriels du Nord, et donc les affaiblissant de façon considérable face à l'Europe. Alors, ils en viennent à avoir des vues sur les plantations du Sud, dont ils aimeraient bien s'emparer. Cela mène ces États à tout d'abord louer les prémices d'une politique isolationniste des États-Unis, qui se développera ensuite bien après, notamment sous la présidence de Roosevelt, ne se concentrant que sur le pays et les affaires de son continent. C'est d'ailleurs également les principes de la doctrine Monroe. De plus, cela rapproche ces États des mouvances plus centralisatrices de l'État fédéral, car étant en accord avec les volontés d'uniformité des droits de douane, par exemple. Également, les États tentent de se rapprocher de certains États du Sud, tels le Kentucky, certes autorisant la pratique de l'esclavage, mais plus fidèle à l'État fédéral qu'aux États du Sud, et voulant se garder de toute confrontation avec celui-ci, étant conscient que la guerre sur leur territoire serait plus néfaste qu'autre chose. Ainsi, lors des élections de 1856, les intérêts du Nord sont défendus par le tout nouveau Parti républicain, dirigé par son tout premier candidat de l'histoire, John Charles Fremont, un grand politique américain, également un grand explorateur et un grand militaire, qui perdra avec tout de même 33% des voix face au démocrate Buchanan. Cette défaite est majoritairement due au fait que c'est un parti qui vient juste d'être créé et qui ne bénéficie pas des grands soutiens et des cadres que pouvait avoir par exemple le Parti démocrate, surtout dans les États du Nord où il était plus implanté étant donné qu'il était plus ancien que le Parti républicain. Mais
les républicains n'ont pas dit leur dernier mot. Et il compte bien se représenter pour la présidence suivante, et avec un programme qui s'oppose totalement aux idéaux du Sud. Abolition de l'esclavage, peut-être de façon progressive, mais abolition tout de même, et également protectionnisme et uniformité de l'économie et des droits de douane. L'indépendance du Sud sera peut-être bientôt finie. Enfin, nous pouvons conclure que les États du Nord, pleinement intégrés dans la révolution industrielle et la modernisation, forment un véritable némésis en termes idéologiques, culturels, économiques ou politiques aux États du Sud. Le Sud prône l'esclavage, le Nord veut l'abolir. Le Sud est proche de la vieille élite aristocratique européenne. Le Nord est proche de la nouvelle bourgeoisie européenne qui se développe alors. Au niveau économique, le Sud est ouvert sur le monde, tandis que le Nord est protectionniste. Et cela se fait ressentir en tout point sur la politique. Malgré la défaite du Parti républicain en 1856, de plus en plus d'États, au fur et à mesure des années, sont séduits par le parti, qui compte de plus en plus d'adhérents et qui compte bien faire un grand retour et faire entendre sa voix aux prochaines élections, où ils sont déterminés à défendre le droit des esclaves à être libres. Certes, peut-être pas pour des raisons de pur altruisme, mais tout de même, s'ils peuvent être libres, pourquoi pas après tout? Ils ne serviront que de meilleure main-d'œuvre dans nos usines. Et surtout, ils veulent servir l'État fédéral ainsi que les intérêts économiques de leur bourgeoisie. Les Yankees vont contre-attaquer, et nous verrons si les Dixie réussiront à se défendre face à cela. Sandy hollered till their afternoon. Went down to Sandy hollered till their afternoon. The first man I chanced to meet were old Zip Coon. Old Zip Coon, he's a natty scholar. Old Zip Coon, he's a natty scholar. Old Zip Coon, he's a natty scholar. He plays upon the banjo, Cooney in the holler.